Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Coco & Tea. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux livres, donc mes nouvelles acquisitions. Et si vous avez un petit peu suivi mon cheminement personnel, vous savez que je ne suis pas très fan de la surconsommation de livres et donc ce book haul regroupe plusieurs mois. Voilà, donc j'aime bien m'attarder sur les livres que je vais acheter et je n'ai pas du tout envie de me retrouver avec des livres qui finalement ne seront jamais lus par moi en tout cas, ou alors que je vais devoir vendre parce qu'ils ne m'ont pas plu. Donc voilà, on arrête cette version de moi-même. Et maintenant, donc c'est la Coco qui fait pas de la surconsommation. La Coco qui surconco pas. Non, c'est pas terrible. Bah allez, c'est parti. On va commencer par les deux premiers ouvrages, donc qui sont pas du tout étonnants pour vous si vous avez suivi mes derniers coups de cœur. Mon dernier coup de cœur, c'était Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Et donc, j'ai voulu absolument me procurer ces ouvrages, parus en français, bien évidemment, pour le moment. Je me suis procuré Vespertine, version reliée. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal parce que pour le coup, c'est une édition qui n'est plus disponible à la vente neuve. J'ai essayé de chercher en occasion et c'était des prix vraiment exorbitants puisque bien évidemment l'ouvrage étant rare, les gens vont le vendre d'autant plus cher, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, j'ai eu la chance de le trouver sur Rakuten à un prix je crois, équivalent au neuf, c'est-à-dire on tournait peut-être un petit peu moins cher, je crois qu'on tournait autour des 20 euros. Donc je l'ai pris direct, très clairement. Et donc moi en fait, ce qui m'a attiré, bon bien évidemment la couverture, mais également j'avais regardé un vlog de Mallory Dunn Books, ou Mallory Dunn Books, je sais plus comment ça se dit. Et en fait, elle disait qu'elle avait repris la lecture avec Margaret Rogerson, en particulier Sorcery of Thorns. Elle avait adoré le deuxième livre que je vais vous présenter. Et celui-ci, elle avait eu un petit peu de mal, mais finalement, elle était rentrée dedans et elle avait beaucoup aimé. Mais surtout, ce qui m'avait attirée, c'était le résumé. Parce que finalement, on y suit Artemisia, je sais pas comment on dit, en tout cas, ça me plaît beaucoup, puisque j'ai un passif de pseudo Artemis. Donc globalement, ça me plaît bien. Et donc on y suit Artemisia qui veut devenir une sœur grise, c'est-à-dire un genre de nonne si on veut, qui est là pour purifier l'âme des défunts pour qu'ils puissent aller dans l'au-delà. Et ce qui m'a attiré vraiment, c'est ce côté justement avec les morts en fait, devoir s'occuper de leur âme, peut-être avoir une connexion ou une relation avec un revenant durant l'histoire. Quand je dis relation, c'est bien évidemment dans le sens que peut-être qu'un revenant va avoir un rôle important dans l'histoire et c'est quelque chose qui m'attire énormément, ce côté avec l'au-delà, et j'ai la sensation que ce personnage est extrêmement badass. Donc voilà, j'ai pris ça et je sens la pépite, je la sens très très fort. Et en plus, du coup, dans la version reliée, vous avez dû le voir, le jaspage est juste absolument magnifique. Donc voilà, j'ai juste été trop contente. Ben voilà, je l'ai payé moins cher que le neuf puisqu'il est à 22 euros. Et il est en presque parfait état puisqu'il y a juste une petite rayure là. Mais je suis très contente parce que vraiment, j'avais pas envie d'avoir comment dire, ma bibliothèque avec un brochet, puis un relié, puis un relié, puis un brochet. Pas ouf. Et donc, le deuxième livre que j'ai pris, il s'agit de Enchantment of Ravens, que j'ai vu donc sur la chaîne de Mallory Dunn Books. Et donc, pareil, bon, évidemment, l'autrice est un gros coup de cœur pour moi, donc ça, il n'y a pas à tortiller très clairement. Et ensuite, j'ai été attirée aussi un peu moins que Vespertine, mais l'histoire a l'air très intéressante puisqu'on y suit Isobel, qui est une peintre pour de nombreux clients du monde des faées, qui apparemment ne peuvent pas peindre au risque de se transformer en poussière. Donc en fait, ils vont payer Isobel pour des prestations, voilà, de peintre. Et donc dans cette histoire, on va y suivre Isobel qui va avoir un client particulier
Et malheureusement, elle va faire une grosse erreur dans le travail qu'elle va devoir rendre. Et ça va la conduire à un genre de procès, un genre de tribunal. Et donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va devoir faire la route avec ce client en particulier, qui est un prince, si je dis pas de bêtises. Et donc, tout au long du chemin, il va y avoir vraisemblablement un rapprochement et potentiellement, voilà, une amourette, j'imagine. Et donc, bien évidemment, j'imagine que le procès va pas se passer comme prévu. Voilà. Mais bon, moi, ce que je voulais surtout dans ces romans, c'était la plume de Margaret Rogerson. Donc voilà, je suis très très contente et je suis absolument certaine que je vais les adorer. Et j'ai beaucoup beaucoup d'espoir sur Vespertine. Celui-ci, j'ai un peu moins d'attente. Surtout que je crois que c'est un one-shot. Je suis pas certaine, mais je crois que c'est un one-shot. Donc voilà. Dites-moi si vous avez aimé ces deux bouquins, parce que vraiment, Margaret Rogerson, c'est la hype du moment. D'ailleurs, la suite de Sorcery of Thorns sort le 7 juin, si je dis pas de bêtises, et le mien est déjà précommandé. Vous avez précommandé de votre côté? Ah, j'espère, parce qu'il y a l'édition Grimoire qui est magnifique. Allez, on continue. Évidemment que j'ai pris Miss Peregrine, le tome 3, que j'ai également eu d'occasion sur Vinted, puisque je suis donc en train de vendre beaucoup de mes ouvrages, et donc le peu d'argent que je récolte, je le remets dans certains livres dont j'ai envie tout de suite. Et donc là, j'ai pris le 3e tome, puisque dans mon dernier update lecture, je vous parlais du 2e tome que j'ai lu, et donc que j'avais pas repris la saga depuis un siècle, et que vraiment je me rappelais pas à quel point j'adorais ça. Et donc bien évidemment que j'ai pris le tome 3. Pour ceux qui connaissent pas, Miss Peregrine et les enfants particuliers, on parle du coup d'enfants ayant des capacités étranges, de voyages temporels, d'univers à la Tim Burton, je dirais. C'est d'ailleurs pas pour rien, je pense que Tim Burton a fait le film du 1er tome, même s'il n'est pas exactement comme le livre. D'ailleurs, je vous conseille vivement de lire la saga si vous avez adoré le film. Et ensuite, je dirais que ça parle également d'étranges créatures, autant des animaux que des créatures pour le coup. Et finalement, c'est une saga sur la survie qui va parler voilà, de la survie de ces enfants, de comment ils vont se débrouiller pour sauver les personnes qu'ils aiment. Et je trouve que les personnages sont extrêmement bien écrits. Ransom Riggs a fait une prouesse incroyable avec cette saga, puisqu'il s'agit de sa première saga. Donc vraiment, chapeau bas à ce monsieur, parce que c'est incroyable. La plume est vraiment excellente, en tout cas la traduction l'est également. Et vraiment, c'est un plaisir à chaque fois de lire ces livres. Donc voilà, j'ai succombé et on va continuer la saga jusqu'au tome 6. Pareil, ça sera pas une surprise pour vous si vous avez vu mon dernier update lecture. Mais donc je me suis procuré Outlander le tome 4, Les tambours de l'automne. Donc pareil, sur Vinted avec mes petits sous gagnés de mes ventes. Voilà, donc vraiment je suis très contente parce que en fait cette édition n'est plus faite en neuf. Donc en fait j'ai un peu galéré à trouver, mais je suis tombée sur une dame extrêmement gentille et elle l'a fait vraiment à un prix dérisoire comparé au bouquin, puisqu'il est à 16 € et je l'ai eu à même pas un tiers du prix, donc c'était vraiment une aubaine. Voilà, et je suis très très contente parce que j'ai pu renouer avec cette saga que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs profité de la fin du tome 3 pour regarder enfin la saison 6 d'Outlander que j'avais pas encore regardé sur Netflix, et vraiment c'est un plaisir. J'adore les personnages, je prends un réel plaisir à lire ces pages. Ça peut paraître dense et long à lire, mais je vous assure que ça passe tout seul. Vraiment, c'est toujours un plaisir de les retrouver, de voir ce qu'ils deviennent, de voir le côté médical que Claire apporte à l'histoire, le côté historique également, puisqu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre dans le livre sur l'histoire. Alors du coup, il y a l'histoire de l'Écosse avec des révolutions, voilà, Écosse, anglais, puis il y a révolution écossaise contre l'armée anglaise. Excusez-moi si j'utilise pas les bons mots, je ne suis clairement pas une historienne.
Ensuite, on a l'histoire sur les États-Unis, puisqu'il va y avoir un voyage aux États-Unis. On a l'histoire des pays plus ou moins à côté des États-Unis. Ça parle également, dans le troisième tome en particulier, ça parle de l'esclavage, qui est d'ailleurs un sujet extrêmement difficile à lire, pour le coup. J'ai eu du mal à certains moments de lire voilà, comment on traitait ces personnes. Et globalement, cette saga, je l'aime beaucoup, c'est une pépite pour moi. C'est vraiment la saga, je sais que elle va pas me laisser tomber, ça sera toujours bien, j'espère. Et en tout cas, c'est toujours réconfortant de retrouver les personnages que j'apprécie. Ensuite, j'ai vu passer ce livre en français, qui est sorti aux éditions de Saxus, et en français, donc c'est Sous la porte chuchotante. Et moi, donc je l'ai pris en anglais parce que j'avais très envie de lire en anglais. J'ai vraiment extrêmement envie d'améliorer ma langue anglaise en fait. Et donc je l'ai pris en anglais, ça s'appelle Under the Whispering Door. Et ça a l'air excellent. C'est un one-shot et c'est écrit par TJ Klune. Et il a également écrit La maison au milieu de la mer céruléenne, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu énormément parler partout. Et donc, dans ce livre-là, on y suit... ça me fait penser un petit peu à Charon, le passeur dans les enfers grecs. C'est-à-dire qu'on va suivre, je crois, un personnage en particulier qui dans sa vie vécue, était quelqu'un de très bougon, très critique, voilà, vraiment un peu à la le film Là-haut, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il aimait pas sa vie, il était méchant avec tout le monde, etc. Vraiment, le gars aigri, quoi. Il est mort, il était aigri. Il ne manquera probablement à personne. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien du tout. Et en fait, globalement, c'est son cheminement. Ça va être un cheminement vraiment pour cette personne-là, de finalement comprendre, j'imagine, qu'il n'y a pas besoin d'être aigri comme ça, et d'être en paix avec soi-même également. Et donc, tout ce qui a attrait à la mort, c'est quelque chose qui m'intéresse, en tout cas de réfléchir là-dessus, d'avoir des points de vue différents. Et donc moi, j'ai été directement happée par cet ouvrage-là. Je ne l'ai pas encore commencé parce que je sens que c'est pas encore le bon moment, mais ça viendra. Et donc, on y suit ce gars-là dans l'entremonde, si on peut appeler ça comme ça. Donc, le moment où on pourrait appeler ça les limbes, j'imagine. Quoique les limbes, je crois que c'est une connotation un petit peu péjorative. Mais voilà, dans cet entremonde où les âmes attendent d'aller vers la lumière. Et donc, cet homme-là ne sera pas tout seul, il y aura beaucoup d'autres âmes. Et voilà, et en fait, on va suivre cet entremonde et toutes ces vies différentes qui se retrouvent là. Enfin, ces âmes, du coup, différentes qui se retrouvent là. Et leur cheminement, etc. Voilà. J'imagine que c'est ce que je vais retrouver en tout cas, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de résumé de l'ouvrage. La seule chose qu'ils disent, c'est A man who lives to help the dead meets a man who died, then learned how to live. Donc en gros, un homme qui vit pour aider les morts rencontre un homme qui est mort et qui ensuite apprend à vivre. Voilà, ça résume la chose. J'ai envie de dire, voilà, il est mort et ensuite il apprend à vivre. C'est un peu triste, mais je pense que ça va être extrêmement touchant et il me tarde de me plonger dedans. Toujours dans les ouvrages en anglais, parce que j'ai vraiment une lubie pour ça. J'ai envie de passer à la lecture en anglais pour tous mes ouvrages, mais il y en a certains que je me sens pas encore capable de faire. Donc pour le coup, j'ai pris Aurora Rising, et je le dis en français parce que très sincèrement en anglais c'est trop dur. Petit test. Aurora Rising. Aurora, c'est super dur à dire, on dirait qu'il n'y a rien qui sort. Enfin bref, et donc c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Kristoff. Et en fait,
pour moi ça a été une évidence parce que je suis une grande fan de leur saga Illuminae que j'ai lu en français aux éditions Casterman. Et en fait, Illuminae, pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. L'ouvrage était incroyable, original, avec tous ces dossiers, ces documents différents, etc. Ces écritures courbées dans l'espace et tout. C'était vraiment trop, trop, trop bien. J'ai vraiment adoré cette saga. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, je ne saurais même pas vous la décrire tellement elle est vraiment unique en son genre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça parle, du coup, c'est dans le domaine de la science-fiction. Et en fait, vous verrez, l'ouvrage est incroyable puisqu'on y retrouve vraiment comme si on avait un dossier entre les mains, un dossier de police en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment avec des pages qui ne se ressemblent pas d'une page à l'autre, des extraits d'échanges par message, des extraits de règlements, des extraits de preuves aussi, des extraits de trucs audio aussi. Bon, c'est pas audio, mais c'est retranscrit. Enfin, c'est une pépite. Et très sincèrement, allez voir, allez l'acheter, parce que c'est trop bien. Voilà. Les personnages sont attachants, c'est trop bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Maintenant, parlons de Aurora Rising. J'ai pris cet ouvrage parce que je l'ai vu passer sur la chaîne de Kimi Collection et elle disait vraiment qu'elle adorait cette saga et qu'elle la conseillait vivement à tout le monde qui aimait la science-fiction, tout ça. Et donc, je me suis dit, let's go. Sauf que je me suis dit, je le veux pas en français, je le veux en anglais. Donc j'ai regardé vite fait sur Amazon pour voir si c'était lisible en anglais. Et en effet, je l'ai commencé d'ailleurs, vous voyez juste là. Et globalement, c'est de l'anglais qui est très abordable. Je le conseille d'ailleurs pour les gens qui veulent débuter. Je trouve vraiment que c'est vraiment de l'anglais young adulte presque parlé en fait. Parce qu'en fait, dans l'ouvrage, il y a un chapitre par personnage. Globalement, ça tourne de manière un peu aléatoire. Et en fait, c'est chacun qui parle à la première personne, en fait. Donc c'est comme si vous étiez dans leur tête à chaque fois. Et du coup, ça rend la lecture extrêmement simple. Puisque c'est comme si ils vous parlaient, en fait. C'est pas du tout des descriptions de fou, machin. Non, c'est vraiment comme s'ils vous parlaient. Et c'est extrêmement dynamique. J'aime beaucoup le rythme. Et donc pour le moment je prends bien mon temps parce qu'en même temps je lis le tome 6 de l'Épouvanteur. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais voilà, donc je kiffe ma lecture. Et donc ça parle de quoi? Aurora Rising. Oh que c'était moche, c'est pas grave. Globalement on y suit Aurora qui veut qu'on l'appelle Ori. Donc c'est cette personne là, juste là. Et en fait cette fille elle va être cryogénisée. Elle est née vers les 2100 quelque chose, donc en tout cas le 22e siècle. Et donc elle est cryogénisée dans l'espoir de un jour se faire décryogéniser pour vivre plus tard. Et finalement ça se passe mal et tout le monde décède sauf elle qui reste en vie dans sa boîte de cryogénisation. Et jusqu'au jour où Tyler, un jeune garçon qui fait partie d'un genre de vaisseau spatial pour la Légion Aurora, ce jeune homme va la sauver. Et de là va découler des choses assez étranges, puisque Ori va avoir des visions, de plus en plus de visions. Bien évidemment, elle va devoir faire avec le deuil d'avoir perdu toute sa famille. Voilà, tous ses amis, toute sa vie finalement, elle a complètement tout perdu. Et le truc qui est drôle et qui m'a donné envie de l'acheter, c'est que en fait, dans cet univers, c'est une académie en fait, si vous voulez. C'est une académie spatiale où les jeunes gens donc, de l'académie choisissent une branche. Donc il y a la branche scientifique, la branche de la diplomatie, donc tout ce qui est savoir parler pour négocier. Il y a la branche des pilotes, je vous dis des choses grossièrement, parce que clairement, voilà.
Et il y a la branche, je sais plus trop, mais il y a 5 branches, ben voilà, elles sont là. Voilà, il y a les alphas, c'est les responsables pour le leadership et planifier les choses. Les faces, donc les visages, j'imagine, ils sont responsables pour la diplomatie et la négociation. Il y a les aces, c'est responsable pour piloter et le transport. Les gearheads, je vous avoue, je ne saurais pas trop le traduire ça pour le coup, mais c'est les responsables pour tout ce qui est réparation, maintenance, globalement, c'est le Usopp de la bande. Ensuite, il y a les tanks, qui sont responsables pour les combats tactiques et la stratégie. Et les cerveaux, qui sont responsables pour tout ce qui est scientifique et médical. Voilà. Donc globalement, chaque élève va trouver sa filière et arriver à un moment dans les études de ces personnes, ils vont devoir faire ce qui s'appelle la draft. En tout cas, en anglais, c'est la draft. Je sais pas trop comment le traduire en français, pour le coup, parce que draft, ça veut dire brouillon, mais j'imagine que c'est plus la répartition, si on veut. Et donc, ils vont devoir choisir 5 personnes pour faire leur équipage. Problème, Tyler est arrivé en retard à la draft parce qu'il était en train de sauver Ori. Et du coup, il se retrouve avec tous les clampins de l'école. Alors que Tyler, c'est le premier de sa classe, premier de tout, et il est dégoûté. Et en fait, le truc le plus drôle, c'est que il va se passer quelque chose qui fait que le destin de l'humanité, ou en tout cas le destin de la galaxie, va reposer sur les épaules de cette équipe de clampins. Voilà. Et ça, ça m'a donné envie de suite de l'acheter. Vraiment, ça a l'air trop bien. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Genre vraiment, ça va être trop drôle, je sens. Donc voilà, pour le moment, je kiffe ma lecture. Je sens que ça va être vraiment très très bien. Et dans tous les cas, je vous tiens au jus pour la suite. Dans, j'imagine, le prochain update lecture, si d'ici là je l'ai fini. Et donc enfin, pour ce qui est des romans, je me suis pris Mystic Throne, le maître des arcanes, édité. Écrit par Dana B. Chalice à Gulfstream Editor. Donc globalement, moi je vous avoue, ce qui m'a attiré, c'est la couverture. Déjà, de premier abord, c'est la couverture, parce qu'elle est magnifique. Donc en plus, c'est une jaquette. Donc déjà, à l'intérieur, c'est comme ceci. Et si on enlève la jaquette dessous, c'est comme ça. Et en plus, il y a ça, et ça continue derrière. Comment vous dire que mon esprit de superficialité est ressorti. Mais ça, c'est pas grave. Ensuite, en plus c'est violet, j'adore le violet. Ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est que globalement, c'est un ouvrage qui est à mi-chemin entre la magie et la science, puisqu'on y parle donc d'une guerre entre royaumes et d'un jeu de force, un jeu de force et magie. Donc ça, c'est super intéressant. Et ça parle d'armure robotisée. Voilà. Et d'une civilisation disparue. Voilà. Ça parle de ça. Et ça m'a happé de suite, en fait. Donc, globalement, ça va être un combat, en fait, pour comprendre cette histoire de civilisation perdue, je pense. Et surtout, je pense aussi pour gagner la guerre, en fait, finalement. Donc, voilà. Finalement, le résumé ne dit pas énormément de choses. À part cette histoire voilà, de magie et de science. Mais apparemment, voilà, ils voudraient... voilà, en fait, comme ils vont retrouver des vestiges de cette civilisation disparue avec les armures robotisées, en fait, ils vont vouloir en savoir plus, finalement. Et ils vont devoir trouver la personne qui pourrait leur en apprendre plus. Et finalement, je pense que ça va être une épopée. Finalement, ça va être le chemin pour arriver à la découverte de ces secrets qui pourraient les aider grandement dans la guerre. Je pense que c'est ce qui va se passer dans ce tome 1, en tout cas. Parce que oui, c'est un tome 1, donc j'imagine qu'il y aura une suite. Sinon, pourquoi mettre un petit 1 ? Voilà. Mais globalement, j'ai pas trop voulu en savoir plus, pour être honnête. Parce que j'aime beaucoup aller dans un bouquin et ne pas trop en savoir parce qu'en général on est déçu si on en sait trop, et là je sais pas trop si je vais aimer pour le coup. En tout cas l'idée de la magie et de la science, les armures robotisées, tout ça, ça m'intéresse pas mal,
Mais c'est vrai que j'ai pas trop vu de retour de booktubeurs ou book tiktoker ou whatever. Euh, mais voilà, du coup, bon, on verra bien. J'espère que je vais aimer parce qu'il est très très beau. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant si je le lis. Mais à mon avis, je vais pas le lire dans l'immédiat celui-là puisque j'ai encore pas mal d'autres pépites à lire. Et donc, pour finir, c'est pas vraiment un roman, mais je voulais absolument vous le présenter parce que pour moi, c'est un livre. Et il s'agit du Stardew Valley Guidebook. Alors, vous le saurez peut-être, vous le savez peut-être déjà ou pas. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez aller. Je vous laisse le lien juste en bas. Ou si je peux pas laisser de lien, je vous laisserai au moins le nom de ma chaîne. C'est CocoNT aussi, mais un petit peu écrit différemment. Et donc, j'ai ma meilleure amie, enfin mes deux meilleures amies finalement, qui sont absolument fans de Stardew Valley. Il y en a une qui l'a sur Switch et l'autre qui l'a sur Switch et PC, c'est pour dire. Et donc, moi je me suis mise évidemment comme beaucoup de gens, mais un petit peu tard puisque je me suis mise vraiment cette année, enfin l'année dernière un petit peu, mais plutôt cette année toute seule parce que je faisais une game avec un ami mais qui m'a lâchement abandonnée. Non, en vrai, il était occupé, mais bon, j'en avais marre, moi je voulais planter des choux, ok? Bon, du coup, j'ai fait une game toute seule. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de me prendre un guidebook. Déjà parce que je l'ai vu passer sur, vous savez, les petites vidéos Instagram, là, où il y a des filles qui sont trop cute et tout, qui ont des claviers roses à paillettes, non, pas du tout, qui ont des claviers roses pastel, là, et qui ont des guides Stardew Valley, là, sur leur bureau. Ouais, ce genre de truc, ouais, ben ça m'a donné envie de l'acheter. Donc voilà, je l'ai pris. Sachez que du coup c'est en anglais, que je l'ai pris sur le site Fangamer et que ça coûte à peu près 40 € l'ouvrage. Alors ne l'achetez pas sur Amazon, hein, vous allez plus payer cher que sur Fangamer. Sur Amazon ça atteignait parfois 100 €, j'allais pas mettre 100 € dans ça. Mais globalement voilà, 40 € l'ouvrage et vous comptez 8 € de frais de douane puisque l'ouvrage vient des États-Unis si je dis pas de bêtises, donc globalement comptez 50 € pour l'ouvrage. Et donc moi je l'adore parce qu'en fait je voulais absolument avoir quelque chose, un endroit où il y avait toutes les informations regroupées. J'en avais marre d'aller sur Google pour chercher, je sais pas moi, quand on pousse les haricots, ou combien coûtent les haricots, combien on peut revendre les haricots, tu vois, genre, ou alors comment on attrape un albacore, où est-ce qu'il est l'albacore, dans l'eau douce, dans l'eau de mer, dans l'eau des lacs, bref, voilà. Donc j'ai pris le guide. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est extrêmement complet. Je suis ravie. Alors, déjà, donc pour savoir, le guidebook a été fait par plusieurs personnes, mais surtout par le concepteur du jeu, en fait, Carrie Fry. Donc, on y retrouve vraiment toutes les informations à avoir. Pour ma part, j'ai l'édition 4e édition et 1.5, je sais pas trop ce que ça signifie. Et donc, en fait, c'est réparti par chapitre. Donc, chapitre 1, on a Getting Started, donc avec les bases du jeu. Ensuite, on a People and Places. Voilà, donc on va avoir les magasins différents avec ce qu'ils y vendent, à quel prix, voilà, etc. À quelle période, à quelle saison. On va avoir voilà, tout ça, les animaux, les matériaux, le musée, avec les récompenses qu'on peut avoir quand on donne des choses au musée. Également la guilde des aventuriers, le saloon, le magasin de Willy, le pêcheur. Voilà, on aura également l'adresse, etc., qui habite à tel endroit, voilà. Vraiment, c'est extrêmement complet. Après, il y a des choses que j'ai pas encore fait, comme la caverne du crâne, le casino, le commerçant du désert, l'oasis, tout ça. Je suis pas encore allée parce que je suis pas allée aussi loin, mais voilà. Et donc, globalement, ça va également nous dire un truc très très important, c'est-à-dire donner quel cadeau à qui. Ça, c'est un truc, j'en avais marre. Moi, des fois, je ramasse
je sais pas, des racines de trucs là par terre là en hiver ou quoi, et je le donne à, comment il s'appelle, au gars là dans sa tente, le SDF là. Comment, attendez, je vais vous trouver le, à Linus. Voilà, mon meilleur poteau actuellement c'est Linus, parce qu'à chaque fois que je ramasse un truc par terre, je lui donne et il est content. C'est bon? Voilà. Donc globalement, ça me plaît énormément. Et ensuite, donc le chapitre 3, ça va être Farm Life, donc la vie à la ferme, avec les upgrades de votre ferme, les upgrades de vos outils, les upgrades tout ce qui est engrais, etc. L'explication des saisons avec les légumes et les fruits qu'on peut avoir, ainsi que les anniversaires des habitants, combien ils coûtent et combien on peut les vendre. Ensuite, on va avoir vraiment tous les bâtiments, combien ça coûte, les upgrades également. Donc voilà, vraiment c'est extrêmement complet, encore une fois, hein, je suis absolument ravie. Ensuite, le chapitre 4, ça va être Crafting and Cooking, donc tout ce qui est création de matériaux, donc tout ce qui est, voilà, les épouvantails, les matériaux le matériel à avoir pour faire des choses au niveau des métaux, au niveau des animaux, voilà, à tous les niveaux finalement. Voilà, tout ce qui est crafting. Et ensuite, on va voir tout ce qui est recettes avec la cuisine que donc on débloque au niveau 2 de la maison finalement. Voilà, donc on aura vraiment tout ça. Ensuite, on a le fishing, donc la pêche avec comment pêcher et quel type. En fait, ils vont expliquer les poissons qu'il y a, où est-ce qu'on peut les trouver et quel type de pattern ils ont pour la pêche. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui vont faire monter la jauge de pêche très haut, très vite, et la faire redescendre très rapidement. Et en fait, tous les poissons n'ont pas ce pattern. Donc, ils vont vous dire, voilà, quel est le pattern de ce poisson pour que vous puissiez anticiper un petit peu la pêche de chaque poisson, en fait. Chapter 6, Mining and Adventuring. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est dans les mines, les géodes qu'on peut trouver, les minéraux qu'on peut trouver, tout ça, avec chaque niveau, chaque créature qu'on peut trouver également. C'est vraiment très bien expliqué. Les armes que l'on peut avoir, les bagues que l'on peut avoir, les chapeaux qu'on peut avoir, tout ça. Chapitre 7, Community Involvement, avec donc le centre communautaire. Voilà, ça explique. Vous pouvez même cocher si vous voulez directement pour savoir où vous en êtes. C'est pour dire à quel point c'est bien pensé. Moi, pour le coup, je le coche pas parce que j'ai 3 games en cours, dont 2 avec des personnes, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, et vraiment, voilà, vous pouvez cocher tout, il y a tout qui est mis. Il y a aussi une partie sur Joja qui vous explique comment ça fonctionne. Les quelques éléments qu'on peut trouver, comme les statues, tout ça, qu'il y a dans l'univers. Aussi, on vous explique les quelques événements qu'il y a tout au long de l'année. Et certaines choses dont je ne suis pas encore au courant. Et à la fin, on a le chapitre 8 avec finalement juste toutes les infos condensées. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir... vraiment, ça va être sous forme de tableau. Vous devez le voir juste maintenant. C'est juste hyper complet. Je regrette absolument pas mon achat. Bon, là en ce moment, j'y joue plus trop parce que je vous avoue que y jouer tous les jours pendant un petit moment, ça fait une overdose. Je vais pas vous mentir. Mais pour le coup, j'ai juste adoré acheter ce guidebook. En fait, c'est trop bien. Et même au début, on peut le personnaliser. Et c'est, mais genre, quel plaisir quand on vous pose une question. Typiquement, en game à plusieurs, on pose une question. Et là, t'es en mode, attends. T'ouvres ton truc. Et tu dis, pour faire la grange de luxe, il faut 300 pierres. Je kiffe. Voilà, du coup c'est mon kiff total, pour le coup je suis trop fan. Et voilà, ça sera tout pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de livres au vu de mes achats récents. Et surtout dites-moi ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus. Ça m'intéresserait énormément de savoir, au moins que je sache si je vais droit dans le mur ou si je vais vers un coup de cœur.
Voilà. Également, sachez que je travaille actuellement sur une vidéo qui va pas tarder à arriver, je pense courant mi-juin. Voilà, j'y bosse actuellement dessus, je suis en train de faire des enregistrements pour ça. Il s'agit de ma critique sur Hogwarts Legacy, puisque je suis une grande fan d'Harry Potter, et pour moi cette sortie de jeu c'était vraiment quelque chose que j'attendais énormément. Bon, pour le coup, je l'ai fini très récemment parce que j'ai eu un petit moment où j'en avais un petit peu marre et je vous expliquerai tout ça plus en détail dans la vidéo. Voilà, j'ai plein de choses à dire et je voulais vraiment faire une vidéo entière sur ça. Donc stay tuned, ça va pas tarder à arriver. D'ailleurs, je pense que très régulièrement, je vous ferai des vidéos sur les jeux vidéo que je peux faire, voilà, pour donner mon avis, pour donner des recommandations, ce genre de choses. Donc j'ai pas énormément de jeux à recommander puisque la plupart du temps c'est des jeux que tout le monde connaît. Mais par exemple récemment j'ai joué à Unpacking et je pense que je vais en parler, tout comme The Machine of Edith Finch, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a plein de petits jeux comme ça que j'ai fait, voilà, qui durent 4-5 heures, allez 6 heures grand max. Et je pense que j'aimerais beaucoup vous en parler, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, vraiment, s'il vous plaît, tenez le coup jusqu'à Hogwarts Legacy, ça va être trop bien. Je vais être hyper constructive, hyper objective, vraiment, parce que il y en a des choses à dire, autant positives que négatives, ça c'est clair. Donc voilà, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, et surtout de belles lectures et de belles découvertes niveau jeux vidéo du coup. Allez, salut!